Donc bienvenue dans cet atelier du réseau Partenaires Égalité, qui est le réseau mis en place dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations de la métropole. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir Julien Talpin, qui est sociologue et qui est spécialiste des questions d'égalité et de pouvoir d'agir. Donc je laisserai le soin à Nadia Nadal de présenter plus en détail, puisqu'elle a la charge d'animer ce temps dans le cadre de l'accompagnement qu'elle conduit du plan de lutte de la métropole. Alors pourquoi cette intervention aujourd'hui? Il faut que je dise donc quelques mots sur le réseau Partenaires Égalité, même s'il y en a un certain nombre qui le connaissent. Il s'agit donc, ce réseau, c'est la traduction de la politique de la métropole en matière de lutte contre les discriminations, qui est une politique qui existe depuis 2010 environ. Dans le cadre aujourd'hui d'une certaine faiblesse des politiques nationales en la matière, on peut dire que depuis 2009-2010, la métropole a cette politique aux côtés d'autres collectivités et puis aussi bien entendu des acteurs associatifs. Et au départ, la métropole s'est surtout attachée à travailler ces questions dans le champ éducatif. Dès le départ, la métropole a fait ce choix de travailler sur la question des pratiques discriminatoires, d'entrer par la question des pratiques discriminatoires au sein des institutions. Son entrée n'a pas été avant tout la question des publics. Et ça, c'est un choix très fort depuis le départ qui perdure aujourd'hui. Car ce qui nous paraît important, c'est qu'il n'y ait pas de confusion sur la cible des politiques de lutte contre les discriminations. Alors, pourquoi ça? Eh bien parce que il s'agit donc de ne pas se tromper de cible. Il s'agit aussi de rappeler que pour discriminer, il faut avoir le pouvoir de le faire. Et que donc cette question ramène aussi aux questions des rapports de pouvoir, aux questions des rapports de domination, le fait d'approcher les questions de discrimination par cette entrée des pratiques, etc., conduit aussi à une réflexion sur les questions de rapports de pouvoir et de domination. Et donc ça conduit aussi à la question du pouvoir d'agir, à la question de l'émancipation, à la question de la place des citoyens. Donc nous, dans la démarche, même dans le plan de lutte contre les discriminations et éducation, on a assez vite quand même réfléchi à la question aussi de la place des citoyens, de la place des habitants dans des dispositifs de lutte contre les discriminations. Alors, ce qu'on a mis en place, alors je ne vais pas entrer dans le détail du tout, ce n'est pas l'objet de ce qui est fait dans le cadre de ce plan, mais en tout cas, il y a un élément qu'on a mis en place, que certains d'entre vous connaissent bien aussi, c'est ce qu'on appelle l'université populaire. D'autres d'ailleurs mettent en place des universités populaires sur les discriminations ou sur l'égalité. Enfin nous c'est vraiment spécifiquement sur l'égalité et la non-discrimination. L'idée c'est surtout de créer des espaces d'expression qui permettent de témoigner des discriminations. Donc on travaille souvent avec des troupes de théâtre forum, qui travaillent avec des habitants sur des périodes de 3-4 mois, donc on pourrait visionner les vidéos qu'on a tirées de ces scénettes de théâtre forum, et souvent on fait intervenir des sociologues après ces temps-là. Mais ces temps-là ont lieu en général en soirée, le samedi, donc ils ont été filmés. Il y en avait eu un à Saint-Martin-d'Air en 2015, il y en a eu un à Grenoble en 2016 avec Nassima Moujoud, un autre avec Auriac et Babza, à Grenoble aussi, avec les services jeunesse. Donc il y en avait eu un à Saint-Martin-d'Air, c'était avec Marwan Mohamed. Voilà, donc on a depuis quelques années un peu cette volonté de faire émerger la parole des habitants sur les discriminations. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis un moment, on se disait c'est important d'avoir une réflexion aussi sur on sait que les questions de mobilisation citoyenne évoluent beaucoup aujourd'hui. On s'interroge, nous, du coup, sur la place des questions d'égalité, de discrimination dans les processus de mobilisation citoyenne
Et ben, Julien Talpin paraissait vraiment comme le plus indiqué pour nous parler de ça. Voilà, juste un autre mot pour dire aussi qu'avec les collègues, il y a un centre métropolitain sur la gestion urbaine et sociale de proximité, donc Perrine Tolène pour ce réseau-là, et puis ma collègue Anne-Laure Carrier pour l'égalité femmes-hommes. Disons que ces trois thématiques sont concernées par ces questions, donc bien entendu, on est amené à construire aussi des choses là-dessus. Ensemble, et puis du coup l'invitation avait été diffusée dans ces réseaux-là, et sans doute que voilà, il y a des gens qui vont se croiser aussi un peu aujourd'hui, peut-être qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Voilà, donc je ne serai pas plus longue et je passe la parole donc à Nadia Malache. Merci Sophie. Bonjour à tous, donc on m'a chargé d'animer cet après-midi ce débat sur la question vaste finalement des conditions de l'empowerment en matière de discrimination. C'est vrai que l'empowerment n'est pas une question qui relève proprement des discriminations, qui est un champ qui touche à un champ beaucoup plus large. Là où la question nous intéresse en matière de discrimination, c'est justement sur la difficulté parfois à faire agir, enfin parfois, je vais dire presque tout le temps, à faire agir concrètement pour lutter et prévenir les formes de discrimination. Et on sent bien qu'on a affaire à une question difficile à résoudre, avec d'un côté des habitants, des citoyens qui se disent constamment, dans tous les témoignages qui ressortent, leur sentiment d'être discriminés, puis de l'autre côté des acteurs qui auraient le pouvoir de modifier les choses, qui ont du mal à prendre en compte cette question-là. Et finalement, l'un des éléments qu'on s'est posé était de dire que est-ce qu'il faut que la lutte contre les discriminations soit un élément top-down qui vienne d'en haut? Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit plutôt ceux qui subissent ces discriminations-là qui puissent se saisir collectivement de cette question? Et donc, automatiquement, la question du pouvoir d'agir des citoyens, qu'on appelle dans le langage classique aujourd'hui l'empowerment, nous a interpellés, sachant que, de fait, quand on regarde ce que l'empowerment a pu être au cours de son histoire, on continue à s'interroger sur les conditions nécessaires, hein, comme le titre l'indique, pour arriver à un empowerment qui aboutisse réellement à un changement de la situation, puisque si l'empowerment a connu un sacré succès, on va dire, ces dernières années, c'est pour autant pas un concept très nouveau, hein, puisque finalement, dans les années 60, c'est déjà quelque chose qui avait été mobilisé par un certain nombre de citoyens ici ou là. Je pense principalement aux États-Unis avec le Black Power. Les mouvements féministes aussi ont été très très en avance sur ces questions-là, notamment des mouvements féministes des pays du Sud, des pays en développement. Et puis, je pense que c'est Paulo Freire, mais Julien reviendra sans doute sur tout ça, qui, dans la pédagogie des opprimés, son fameux livre en 1968, qui a mis en avant ce principe d'empowerment. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment ce terme a évolué dans le temps, hein, puisque c'est d'abord ces mouvements citoyens et associatifs qui s'en sont saisis, avant les chercheurs, puisque les chercheurs s'en sont saisis assez rapidement quand même après, dans les années 70. Et puis finalement, on s'est aperçu que petit à petit, cette question qui touchait plutôt des minorités, les femmes, mais dans le sens minorité, j'ai l'habitude de le dire dans mes formations, non pas minorité en termes quantitatifs, mais en termes de pouvoir, bien sûr, mais aussi des minorités noires ou d'autres types de minorités, je pense aux LGBT, et bien finalement, ont été petit à petit saisis pour une autre forme de lutte qui était la lutte contre la pauvreté. Et les organisations non gouvernementales se sont saisies de cette question-là pour se poser la question de l'efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté, notamment dans les pays en voie de développement. Donc, je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est comme ça qu'on s'est aperçu que la question de l'empowerment, en fait, a été petit à petit, là aussi à la fin des années 70, plutôt les années 80, petit à petit est arrivé dans les organismes internationaux, hein, ça a été repris, mais quelque part avec un certain nombre de changements qui ont été observés à ce moment-là sur ce que l'on signifiait à travers ce terme d'empowerment, puisque les organismes internationaux ont finalement eu autant de définitions que d'intérêt à travailler sur ces sujets-là.
et notamment avec parfois le remplacement du terme empowerment en lieu et place de l'égalité femmes-hommes, ou l'utilisation de ce terme-là pour une meilleure insertion économique. Au lieu de parler d'insertion, on va parler d'empowerment, et qui ont peut-être quelque part dévoyé le terme même d'empowerment, que certaines structures aujourd'hui, associatives principalement, en tout cas des mouvements citoyens, essayent de se réapproprier, puisque derrière le terme empowerment, c'est pas un pouvoir d'agir uniquement en termes d'action quelque part individuelle, c'est-à-dire pour se sortir d'une situation de pauvreté ou de soumission, mais c'est quand même d'abord un problème de rapport de pouvoir, de rapport de domination. Et j'aime bien cette phrase, c'est pour ça que je me permets de la reprendre, de cette activiste féministe indienne, Batliwala, qui en 93 va sortir un livre qui s'appelle Women's Empowerment in South Africa, qui justement par rapport à ces questions avait dit une chose un peu de cette sorte-là, qu'il ne suffisait pas, signifiait-elle, d'avoir des moyens financiers, des ressources économiques pour dire qu'on possédait cet empowerment-là, en disant mais une femme qui possède tout, elle entendait par là des biens, hein, tout grâce à la fortune de son mari, est-elle une femme réellement libre? Donc c'est un peu cette idée-là dans le terme du pouvoir qu'elle essayait de mettre en place. Alors pouvoir donné par les institutions ou pouvoir pris par les citoyens, là est la question. Vous savez que le rapport Meshmash-Baquet, qui remettait ça en avant, qui a donné lieu au Conseil citoyen, notamment, pose aussi un certain nombre de questions. Bref, quel est le lien entre les pouvoirs publics, les institutions et les citoyens? Enfin, on a des tas de questions qu'on va s'empresser à poser à Julien Talpin, qui est sociologue, qui est chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, membre du CERAPS à l'université de Lille 2. On s'était d'ailleurs rencontrés précédemment à Roubaix, dans ces cadres-là, et qui est directeur aussi de la rédaction de la revue Participation, peut-être qu'il pourra nous en dire un petit mot. Et l'intérêt de travailler et d'entendre Julien Talpin, c'est qu'à la fois il maîtrise forcément ces questions d'empowerment, de community organizing, etc., parce que c'est sa spécialité, mais en plus il est très sensible aux questions de discrimination, ce qui nous permet d'avoir un intervenant qui correspond complètement à ce que vous recherchez. Donc merci beaucoup d'être venu à Grenoble aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Je vais vite parce que je veux laisser la parole le plus longtemps possible à Julien, sachant qu'on aura 1 heure d'intervention de la part de Julien Talpin. Ensuite, vous aurez la parole pendant à peu près une demi-heure. Et ensuite, Julien reviendra sans doute sur la présentation d'un certain nombre d'actions qui ont pu être menées, mais vraiment centrées sur la question des discriminations. Voilà, donc sans plus tarder, je propose de passer la parole à Julien Talpin. Merci Nadia. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation et très content d'être aujourd'hui avec vous ici pour discuter de ces questions. Et en fait, on me croise assez peu en réalité. Moi je travaille effectivement sur le pouvoir d'agir, l'engagement dans les quartiers populaires et aussi plus récemment, je vais y venir, mais sur les discriminations. Et en fait c'est assez rare que ces deux thématiques soient réellement traitées de front, et donc je suis très content qu'on puisse en discuter aujourd'hui, puisque l'idée c'est de voir et de réfléchir collectivement sur la façon dont l'empowerment, le pouvoir d'agir, peut être un moyen de lutter contre les discriminations. Le fil rouge de ma présentation sera le suivant, c'est-à-dire de dire qu'au regard de la difficulté qu'on a en France à se saisir de l'enjeu des discriminations, que ce soit du côté des institutions, des pouvoirs publics, du politique en général, il est peu probable qu'on puisse véritablement lutter contre les discriminations sans une mobilisation active issue de la société civile et des citoyens. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est présenter un certain nombre de notions, de concepts, et aussi d'expériences que j'ai pu suivre, pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment faire, au fond, pour mettre en œuvre ces politiques d'empowerment dans la lutte contre les discriminations. Un mot sur moi pour vous dire d'où je parle. Nadia l'a rappelé. Donc moi, je suis chercheur au CNRS, et au départ, moi j'ai beaucoup travaillé sur la démocratie participative et sur l'engagement dans les quartiers populaires. J'y reviendrai tout à l'heure, mais
Au départ, pour le dire très simplement, je ne travaillais pas sur les questions de discrimination. Et en fait, cette question s'est progressivement imposée à moi par le terrain, à force que les gens m'en parlent. Et très concrètement, moi, je fonctionne beaucoup par entretien. Je fais des entretiens avec des habitants. Et au départ, moi, je faisais plutôt des entretiens sur comment ils percevaient leurs opportunités de participation dans différents dispositifs. Et quand bien même je ne posais pas la question, cette question des discriminations à l'emploi, à l'embauche, à l'école, dans le logement, dans les rapports avec la police, revenait relativement systématiquement. Si bien que j'ai voulu en faire une question de recherche et traiter ça beaucoup plus directement. Je coordonne aujourd'hui un projet de recherche justement qui vise à traiter de front ces deux questions de la discrimination et de la participation. Et en fait, on compare et on travaille sur différents quartiers un peu partout en France, en essayant de saisir la façon dont l'expérience des discriminations, et notamment des discriminations raciales, façonne le rapport aux politiques et à l'engagement dans les quartiers. En essayant de comprendre si le sentiment d'injustice qui est lié à l'expérience de la discrimination va constituer un ferment, va pousser un support à l'engagement, ou à l'inverse va conduire les gens à se détourner de la participation et de l'engagement dans les quartiers populaires. Donc on travaille sur ça en France, mais aussi en Amérique du Nord, puisque moi je travaille en particulier, donc Nadia l'a évoqué, un de mes terrains d'enquête, c'est notamment la ville de Roubaix, où cette question se pose de façon particulièrement aiguë, puisque c'est une ville où la population est majoritairement minoritaire, où il y a une longue histoire d'immigration, d'abord d'Europe du Sud, puis ensuite notamment d'Algérie, et où donc le sentiment discriminatoire et l'expérience est très forte. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les États-Unis et des expériences de mobilisation de minorités, notamment de Noirs et de Latinos en Californie. Je l'évoquerai aussi au passage. Alors ce que je vais faire, ma présentation aura 3 temps principaux. Dans un premier temps, je reviendrai rapidement sur la question des discriminations et la façon dont on essaye de lutter contre aujourd'hui en France, à l'échelle nationale, mais surtout locale. Puis j'essaierai de voir, dans un deuxième temps, et ce sera quand même le cœur de ma présentation, comment la participation, et plus spécifiquement l'empowerment et le pouvoir d'agir, peuvent être un moyen de lutter contre les discriminations. Et donc je reviendrai sur l'émergence de cette notion d'empowerment, et au-delà de la notion en tant que telle, j'évoquerai des expériences qui me semblent particulièrement emblématiques de la façon dont les citoyens parviennent à reprendre du pouvoir sur leur propre vie. Pour éviter que ce soit un peu trop un tunnel de ma part, je pense qu'on fera du coup au terme de ce premier temps un moment de discussion, et après il y aura un troisième temps plutôt vers la fin, donc où j'essaierai d'aborder quelques pistes, là aussi à partir d'expériences que j'ai pu suivre plus ou moins directement, de mise en œuvre des préceptes de l'empowerment dans la lutte contre les discriminations, en essayant de voir différentes modalités, différents types d'actions collectives qu'on peut mettre en œuvre par en bas pour lutter contre les discriminations. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai quand même tendance à dire, et je l'ai dit d'emblée d'ailleurs, que la question des discriminations est aujourd'hui tout à fait centrale dans le rapport des habitants des quartiers populaires au monde social. C'est-à-dire que, comme je le disais, les gens, quand même on ne pose pas la question, en parlent très fréquemment. Une des difficultés, pendant longtemps, ça a été d'objectiver ce sentiment discriminatoire, de démontrer par A plus B que la discrimination n'était pas qu'un sentiment, mais une réalité. Au fond, on peut dire que ce temps-là est aujourd'hui en partie révolu, et que la discrimination est une réalité scientifiquement démontrée, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études, et je pense tout particulièrement à l'enquête Trajectoire et Origine, Théo, qui a été coordonnée par l'INED. Il y a un bouquin qui est un peu la Bible, qui est sorti l'année dernière à ce sujet, qui porte plus spécifiquement sur les deuxièmes générations, au fond, les Français dont les 2 parents sont immigrés, et qui montre le caractère tout à fait massif des discriminations dont ils sont l'objet. Juste un chiffre, voilà, 44% des gens dont les 2 parents sont immigrés ont rencontré au moins une situation discriminatoire dans leur vie, et bien souvent c'est bien plus que cela. Et donc les discriminations ethno-raciales sont quelque chose de tout à fait central. Petit élément de précision ici d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas souvent connu, parce qu'il y a différentes
façon de mesurer la discrimination. Une des difficultés en France, c'est qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, et donc c'est plus difficile que dans d'autres pays pour pouvoir le mesurer. Néanmoins, il y a d'autres façons de le faire. On pourra y revenir si ça vous intéresse. On passe par exemple par le patronyme, par les noms de famille, ça peut être un moyen, mais il y a différentes façons. Deux grandes façons de mesurer la discrimination, c'est l'autodéclaration. Est-ce que vous avez été victime de discrimination? Une autre façon, c'est ce qu'on appelle la comparaison statistique, c'est de comparer deux types de populations et de voir si, toutes choses égales par ailleurs, elles ont ou non les mêmes probabilités d'accéder à tel type d'emploi, etc. Et un élément qu'on ne sait pas toujours, c'est que, en général, les études qui reposent sur l'autodéclaration donnent des chiffres qui sont inférieurs à celles qui s'appuient sur la comparaison statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont tendance à sous-estimer, sous-déclarer leurs expériences discriminatoires. Alors c'est important parce que face à quelque chose qui revient souvent, l'idée selon laquelle les gens seraient dans un discours de victimisation, surestimeraient la discrimination dont ils peuvent être l'objet, a priori, les études dont on dispose indiquent plutôt l'inverse, et que les gens ont plutôt tendance à sous-estimer les discriminations dont ils sont l'objet. Donc toujours est-il que c'est désormais quelque chose d'assez reconnu. Il y a 23 critères officiels qui sont désormais recensés par l'administration, notamment par le défenseur des droits, j'y reviendrai rapidement. Néanmoins, ma présentation portera ici principalement sur la discrimination, vous l'avez compris, ethno-raciale, et également sur la discrimination territoriale, puisque c'est les deux éléments qui reviennent de façon la plus centrale chez les habitants des quartiers populaires. Ce qui ne veut pas dire que les autres formes de discrimination, le genre, la discrimination religieuse, etc. Les autres types ne sont pas présents. Néanmoins, ces deux éléments-là, ethno-raciaux et territoriaux, sont tout à fait centraux. Un petit chiffre, 23% par exemple des déclarations, des cas de discrimination recensés par le défenseur des droits sont des discriminations liées à l'origine. Donc c'est quelque chose qui est assez central, d'autant que le défenseur des droits ne concerne pas évidemment que les quartiers en politique de la ville. Donc d'un côté, on a cette centralité des discriminations, et dans le même temps, quelque chose qui ressort très fortement des enquêtes que j'ai pu conduire, c'est un profond sentiment d'impuissance et de résignation chez les victimes et les habitants des quartiers populaires. Au fond, cette idée que la France ne nous traitera jamais comme des égaux. Je peux citer ici une enquêtée, Malika, que j'ai interviewée il y a quelques mois, qui me disait « De toute façon, on est désintégré d'avance ». Et donc cette idée, il y a au fond aussi une historicité, sur cette question des discriminations. Chez beaucoup de gens, le sentiment que, voilà, après des années, des décennies de mobilisation, beaucoup font référence à la marche pour l'égalité de 83, 30 ans après, au fond, on n'a pas beaucoup avancé, et le sentiment que la société française ne s'est toujours pas véritablement emparée de cette question, ce qui se traduit par un sentiment d'impuissance, on pourrait dire de disempowerment, de non-pouvoir d'agir chez beaucoup d'habitants de ces quartiers, de victimes de discrimination. La question dès lors, c'est que faire? Qu'est-ce qu'on fait face à ce décalage, d'un côté, cette colère rentrée, ce sentiment d'injustice face à l'expérience des discriminations, et de l'autre, cette résignation? Comment l'empowerment peut être une piste, à quelles conditions, pour sortir de la fatalité de l'expérience discriminatoire? Avec l'idée aussi que les gens ne veulent pas passer pour des victimes. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les entretiens que je peux conduire, ce qui explique d'ailleurs que peu de plaintes soient déposées. Et du coup, la question, c'est comment ils peuvent devenir, non pas des victimes, mais des acteurs de la lutte contre les discriminations. Alors, j'en viens à mon premier point, et donc, qui va servir un peu de base. Je ne sais pas si c'est complètement nécessaire ici, mais de rappeler un peu quand même des éléments sur la lutte contre les discriminations. J'irai assez vite, mais je voudrais quand même rappeler ces éléments-là, puisque ce sera important notamment pour la fin de ma présentation, où il s'agira de réfléchir aux pistes d'action. Et les pistes d'action, c'est aussi par rapport aux dispositifs institutionnels existants, etc. Alors, il va de soi que, je l'ai déjà dit, qu'on a du mal en France avec la question des discriminations, et que l'appareil institutionnel pour y répondre est relativement récent, et un des moins développés en Europe. Pour le dire très simplement, la France est un des pays d'Europe qui dépense le moins d'argent pour lutter contre les discriminations.
en termes de dispositifs publics et de moyens mis en œuvre, quand on compare avec ce qui se passe en Angleterre, aux Pays-Bas, etc., à population équivalente, on n'a pas fait un rang de priorité aux priorités nationales. Alors, on a néanmoins différents acteurs qui interviennent. On avait la HALDE, créée en 2005, qui s'est transformée en défenseur des droits. Pour qui, défenseur des droits, la lutte contre les discriminations n'est qu'un des axes de travail, ce qui est un des problèmes d'ailleurs. Que fait le défenseur des droits? Un travail d'information et de sensibilisation. Par exemple, récemment, il a fait une campagne sur les pratiques discriminatoires de la police, qui a fait un peu de bruit. Il a sorti un rapport là-dessus, ce qui était quand même assez courageux pour une autorité administrative indépendante. Il fait aussi un travail de recensement des plaintes pour discrimination. Et il fait un travail aussi de suivi juridique de ces plaintes. C'est une institution qui est organisée nationalement, mais qui a aussi des représentants locaux, les délégués du défenseur des droits. Il y en a un peu partout sur les territoires et les quartiers politiques de la ville, même si on verra que ça ne marche pas extrêmement bien et que c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui sont censés faire ce travail de médiation auprès des habitants, en particulier des quartiers populaires, et qui sont en fait très peu sollicités pour cela. Un exemple, moi j'ai rencontré les délégués du défenseur des droits à Roubaix, il y en a deux, qui ont une permanence hebdomadaire pour accueillir les habitants. Et 1% des cas qu'ils ont traités en 2015 étaient des cas relatifs à la discrimination. Parce qu'ils traitent de plein d'autres trucs, sur les droits de l'enfance, sur des problèmes administratifs des habitants. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, moi j'entends parler de discrimination tout le temps dans les entretiens que je peux faire, dans différentes manifestations qui sont organisées, et en même temps le délégué du défenseur des droits qui est là pour recueillir cette parole-là, entre autres, elle n'arrive pas jusqu'à lui. Ce qui pose déjà une question, et en termes de piste d'action, on pourrait y revenir, mais ça peut être intéressant. Donc on a le défenseur des droits, comme type de dispositif. À côté de ça, il y a le rôle de l'État, du ministère de la Ville en particulier, et notamment du Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le CGET, qui finance des études, des plans de lutte contre les discriminations, et qui est un acteur qui, historiquement, a joué un rôle important pour appuyer, soutenir le développement de la lutte contre les discriminations. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui, néanmoins c'est quand même un élément important, puisque depuis la loi sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, la dernière loi sur la politique de la ville, dite loi Lamy de 2014, il est désormais obligatoire dans les contrats de ville d'avoir des plans de lutte contre les discriminations. C'est désormais une obligation pour les collectivités. Alors, dans un certain nombre de cas, ils en avaient déjà, mais pas tant que ça en fait. Et donc il y a quand même une incitation institutionnelle à mettre en place des plans de lutte contre les discriminations. Bon, après la question c'est est-ce que c'est juste de l'affichage ou est-ce que c'est véritablement un moyen de lutter contre ces discriminations. Donc voilà, sur ce cadre un peu général, mais je souligne néanmoins la faiblesse des politiques publiques pour lutter contre les discriminations. Au regard de cet arsenal un peu faible, dans quelle mesure la participation des habitants, la démocratie participative, peut-elle être un moyen de lutter contre les discriminations? Comme je le disais, voilà, si les institutions ne veulent pas véritablement se saisir du sujet, peut-être qu'elles devraient être poussées par les habitants, par en bas, pour s'y atteler davantage. Le problème, en tout cas, si on regarde un peu le panorama global, c'est que, jusqu'à une date récente en tout cas, la démocratie participative en France n'a pas laissé une place et un pouvoir considérable aux habitants. Comme je vous le disais en introduction, moi j'ai beaucoup travaillé donc, sur la démocratie participative sous ses différentes formes. Moi j'ai travaillé sur des conseils de quartier, des budgets participatifs, des jurys citoyens, des débats publics, tout type de dispositifs. Et globalement, le bilan, quand on fait le bilan de 30 ans de démocratie participative en France, le bilan est pour le moins mitigé. On peut dire que la situation française, en termes de démocratie participative, est caractérisée d'un côté par une forte institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a une inscription dans le droit de la participation des habitants. Il y a un certain nombre de lois, on peut penser par exemple à la loi de 2002 sur la démocratie de proximité, qui a créé les conseils de quartier dans toutes les villes de plus de 80 000 habitants. Il y a des lois également sur le débat public qui obligent, dans des grands projets d'infrastructure, quand on construit une ligne TGV, quand on construit une centrale nucléaire, etc., à organiser de la participation. Plus récemment, la loi Lamy de 2014 a créé les conseils citoyens, j'y reviendrai un peu plus tard, et donc on a d'un côté un arsenal législatif qui pousse à faire de la démocratie participative. Néanmoins, cette institutionnalisation de la participation est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ça permet que la participation ne soit pas sensible aux alternances politiques, et que le pouvoir soit à gauche ou à droite, au fond,
a priori, les dispositifs se maintiennent. Néanmoins, une des difficultés, et c'est un peu la constance des politiques de participation en France, c'est la mainmise très forte des élus, des techniciens et des administrations sur les dynamiques de participation qui laissent en fait très peu de place à l'auto-organisation des habitants. Si bien que ça se traduit par une faible demande de participation. Il n'y a pas beaucoup de manifestations et de gens qui se battent pour la création de conseils de quartier ou d'ateliers de concertation, etc. Une faible participation, tous les dispositifs participatifs sont confrontés au syndrome de la chaise vide, c'est-à-dire que c'est dur de remplir les salles. Les conseils de quartier sont dans un certain nombre de villes quasiment morts de leur belle mort parce qu'ils n'intéressaient plus grand monde. Alors après à Grenoble ça se passe peut-être un peu mieux parce qu'il y a une tradition plus participative, mais globalement c'est très difficile. Faible participation en particulier des catégories populaires et des jeunes. Faible participation, et là la plupart des recherches menées par mes collègues, moi-même sont assez formelles là-dessus, qui est liée au fait que pour les gens, la participation est trop déconnectée des cycles décisionnels. Moi j'ai beaucoup travaillé en fait sur la participation, la perception de la participation par les habitants eux-mêmes, et donc en suivant notamment en fait, des carrières de participants et en les suivant sur plusieurs années pour voir si leur rapport à la démocratie, et à la démocratie participative en particulier, évoluait au fil de leur participation. Et il en ressortait quand même que les gens avaient un jugement assez mitigé de ce qu'ils expérimentaient, et notamment qu'ils avaient le sentiment de participer bien souvent pour pas grand-chose, que leur voix n'était pas entendue et que l'impact sur les politiques publiques demeurait très marginal. Bon, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'études qui montrent très clairement que plus la participation est décisionnelle, a un impact sur les politiques publiques et donc sur les conditions de vie concrètes des habitants, plus la participation est forte. Moi j'ai travaillé sur des budgets participatifs où là on a parfois des dizaines de millions d'euros qui sont en jeu, qui sont décidés directement par des habitants via un cycle d'assemblée, etc. La participation est plus forte que dans des conseils de quartier beaucoup plus consultatifs. Néanmoins, il y a ce sentiment qui est assez largement partagé chez les habitants que la participation est une mascarade manipulée par les élus. Pour le dire très directement, si bien que, alors que la démocratie participative avait cette ambition de au fond, redorer la démocratie, de redonner le goût de l'engagement et de la participation aux habitants, c'est presque l'inverse qui se passe, et ça renforce le cynisme et la défiance à l'égard des institutions, avec quelque chose qui ressort beaucoup dans mes entretiens, c'est des gens qui me disent, mais même là, au fond, on n'est pas entendu. Même dans ces espaces-là où on devrait avoir notre mot à dire, on perd notre temps, si bien que les gens, assez rapidement, s'en détournent. Bon, je vais évidemment très vite, il y a des expériences qui marchent mieux, qui ont mieux marché, etc. Néanmoins, ce constat un peu global a conduit à envisager d'autres façons d'imaginer la démocratie participative et la participation des habitants qu'on ne l'a fait au moins pendant une trentaine d'années en France, où, au fond, on peut dire que la démocratie participative a été un peu anesthésiée par trop d'encadrement institutionnel. C'est un peu ce qui ressort. Alors c'est notamment ce qui ressort du rapport qu'ont rédigé Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmaj sur la participation des habitants dans la politique de la ville, et qui va jouer un rôle important dans l'introduction en France de la thématique de l'empowerment. Donc Baquet et Meshmaj sont missionnés fin 2012 par le ministre de la Ville, François Lamy, pour conduire une enquête dans les quartiers populaires sur la participation des habitants et dégager des pistes sur comment faire au fond un peu autrement, parce qu'il y a quand même le sentiment que ça ne marchait pas très bien. Je vais assez vite sur le constat, puisque le constat qu'ils dégagent dans leur rapport est assez concordant avec ce que je viens d'évoquer, et cette idée d'échec, d'offre institutionnalisée de participation du fait de son manque d'impact. Et du coup, ils essayent de dégager d'autres pistes. Un point quand même qui est assez fortement souligné dans le rapport, c'est qu'une des difficultés de la participation des habitants dans les quartiers, au-delà du trop fort encadrement par les institutions des dynamiques de participation, c'est aussi les conditions de la vie associative dans les quartiers populaires, les associations étant un acteur important de la participation des habitants dans ces quartiers. Et ce que mettent en avant Baquet et Meshmaj, c'est les problèmes liés aux pratiques clientélistes qui structurent le rapport entre les pouvoirs publics et les associations dans nombre de quartiers populaires. Au fond, ils dégagent trois types de cas.
pour les associations dans ces rapports avec les pouvoirs publics. D'un côté, celles qui préfèrent se ranger derrière la municipalité et qui sont voilà, dans un rapport de proximité très fort avec la municipalité, de proximité souvent politique. D'autres associations qui refusent tout engagement politique et qui se réfugient dans une forme d'opposition, on peut dire, socioculturelle, et qui vont organiser des activités, faire de la prestation de services, etc. Bon, ce qui est très bien, ce qui est important à faire, mais qui ne contribue pas nécessairement au développement du pouvoir d'agir des habitants. Et troisième figure un peu idéal typique qui dégage, c'est un peu caricatural une fois de plus, mais ça permet de cerner en tout cas l'univers des possibles, on peut dire, des associations qui sont dans une posture plus politique, plus critique, éventuellement dans une posture de contre-pouvoir, là peinent à être soutenues par les institutions, voire sont carrément marginalisées du jeu d'action publique locale. Bon, et globalement, ce qui se dégage de leur rapport, c'est qu'il serait peut-être utile, pour pouvoir entendre et faire remonter la parole des habitants de ces quartiers, d'appuyer ces associations qui sont un peu plus critiques, et de les appuyer notamment financièrement. Dans tous les cas, en fait, ce qu'ils pointent dans leur rapport, c'est le manque d'autonomie des associations et des collectifs qui structurent la vie dans les quartiers populaires. Une fois de plus, c'est ce fort encadrement institutionnel qui viendrait un peu anesthésier la participation dans ces quartiers. Du coup, ils font une série de propositions. Une qui est, à mon avis, intéressante, et on pourra y revenir, propose de créer ce qu'ils appellent un fonds d'interpellation citoyenne. Cette idée que pour sortir de la dépendance de la vie associative des pouvoirs publics locaux, notamment des municipalités, voilà, il pourrait être utile de renationaliser le financement de la vie associative. Cette idée que même les crédits, par exemple, qui était l'idée au départ de la politique de la ville, mais aujourd'hui, les crédits de la politique de la ville ont très largement été municipalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui décident véritablement de où va l'argent de la politique de la ville, ce sont les maires, en fait, et leurs collaborateurs. Et donc l'idée qu'il propose dans le rapport, c'est de renationaliser en créant une commission un peu indépendante pour attribuer ces financements, et donc les financements qui servent à soutenir la participation dans les quartiers ne soient pas dépendants de l'orientation politique des uns et des autres, pour sortir donc de la dépendance. Autre idée qu'ils mettent fortement en avant, c'est cette idée de co-construction de la politique de la ville, et notamment des projets de rénovation urbaine, des projets en rue. Et ça, cette idée de co-construction va être reprise notamment dans la loi, en tout cas le terme. Et enfin, troisième proposition, il y en a 40, hein, je souligne juste ce qui me semble important ici. Il propose de créer ce qu'ils appellent des tables de quartier, à partir d'un dispositif donc, qui a été expérimenté au Canada, à Montréal, qui seraient des espaces autonomes de la municipalité et des pouvoirs publics, des collectifs interassociatifs visant à rassembler les habitants et les collectifs existants dans ces quartiers pour proposer, éventuellement interpeller les institutions. Des espaces d'auto-organisation où, très concrètement, les institutions et les élus ne participeraient pas. Alors qu'en général, ils participent à tous les dispositifs participatifs. Donc voilà pour quelques-unes des grandes lignes qui dégagent comme proposition. Néanmoins, au final, la loi qui va être adoptée en février 2014 retient très peu de ces propositions. La plupart vont rester lettres mortes. La loi garde cette idée de co-construction des politiques publiques, le terme en tout cas réapparaît, mais sans dire comment ni véritablement avec quels moyens. L'idée de fonds d'interpellation citoyenne ne va pas être gardée. L'idée des tables de quartier, on peut dire, va rester, mais va être assez profondément transformée, puisque ces tables de quartier vont devenir les fameux conseils citoyens, qui sont un peu différents, puisque alors qu'au départ, l'idée des tables de quartier était qu'elles soient auto-organisées par les habitants eux-mêmes, là, les conseils citoyens vont être généralisés à l'ensemble des territoires de la politique de la ville, dans une démarche top-down, descendante, puisque c'est inscrit dans la loi, c'est une obligation, et donc ce n'est pas les habitants qui se mobilisent pour demander et créer eux-mêmes leur espace de participation, c'est à l'initiative, là pour le coup, des préfets en particulier, d'installer ces conseils citoyens avec un format relativement identique. Alors, donc on voit comment, d'une certaine façon, l'idée d'une participation bottom-up, ascendante, auto-organisée, va se transformer en dispositif top-down, du haut vers le bas, et ce qui s'inscrit dans la tradition française au fond, de forte institutionnalisation de la participation. Voilà, au fond, chassé de naturel, il revient au galop. C'est un peu ça qui s'est passé, quand bien même, alors là, après, moi je ne sais pas exactement ce qui se passe à Grenoble, les échos que j'ai sont plutôt positifs sur les conseils citoyens, mais globalement, bon, je peux vous dire que dans le Nord,
pas génial, et qu'il y a une réelle continuité avec les conseils de quartier, par exemple, mais il est possible que dans d'autres endroits, ça se passe un peu différemment. Je sais par exemple que près de Lens, il y a certains conseils citoyens qui sont animés par des centres sociaux de façon relativement autonome, et c'est intéressant. Donc, il y a une diversité de pratiques, forcément, sur plus de 1000 dispositifs, c'est inévitable. Néanmoins, on reste sur des choses assez classiques. Au final, quand bien même, on peut dire que les grandes orientations du rapport Baquet-Bechmach n'ont pas été retenues dans la loi, on peut quand même considérer que ce rapport marque un tournant, dans le sens où il va introduire cette idée d'empowerment et de pouvoir d'agir, et va contribuer à la diffusion de cette notion-là dans tout un tas de secteurs, de la politique de la ville, du travail social, etc., qui vont s'en emparer, ce qui va faire, peut-être en tout cas, bouger les pratiques. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus, et avant de rentrer plus en détail sur cette notion d'empowerment et de pouvoir d'agir. Ça va un peu de temps, oui. Alors, qu'est-ce que l'empowerment? Donc nouveau chapitre. Au fond, on peut dire que le pouvoir d'agir ou l'empowerment est une façon de conceptualiser l'émancipation des groupes dominés. On peut dire qu'au fond, cette émancipation doit être à la fois objective et subjective. Au fond, ce n'est qu'en transformant leurs conditions de vie que les gens peuvent s'émanciper subjectivement. Et que c'est dans le processus de participation et d'obtention, d'amélioration de leurs conditions de vie que les gens vont pouvoir se libérer cognitivement, personnellement, subjectivement. Donc, cette idée de pouvoir et de processus d'apprentissage en acte, l'empowerment désigne le développement des capacités d'action des individus et des groupes marginalisés, et le processus pour y parvenir. Et donc j'insiste sur cet élément-là, qui est important, sur ces deux facettes de l'empowerment, émancipation objective et subjective. L'émancipation suppose donc la transformation concrète des conditions de vie de la population, l'accès à un pouvoir sur sa propre vie. Et ça, c'est important par rapport à tout ce que je racontais sur l'histoire de la participation en France. Le fait qu'elle n'a pas transformé les conditions de vie dans les quartiers populaires, et que la condition première pour gagner en pouvoir d'agir, c'est quand même d'avoir du pouvoir sur son quotidien et sur sa vie. Et que, en même temps, pour que l'émancipation soit pleine et entière, il faut que la transformation de ces conditions d'existence ne soit pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur par en haut, mais que vous en soyez un des acteurs centraux, que les individus soient acteurs du processus de transformation sociale directement. Et donc que c'est en participant que l'on s'émancipe. Du coup, on peut dire, j'avais une slide pour ça, que la notion de pouvoir d'agir va opérer un certain nombre de décalages par rapport à la façon dont a été conceptualisée la participation en France pendant un certain nombre de décennies. Tout d'abord, il s'agit de passer d'une logique descendante à une logique ascendante. Vous l'avez bien compris. Pendant longtemps, on a pensé que c'était ça le sens quand même de la démocratie participative au départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Si la politique de la ville émerge au début des années 80, si la démocratie participative se met en place à l'initiative, bon, c'est plus compliqué que ça, mais si les institutions en tout cas se saisissent de la démocratie participative à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est aussi pour réagir à une forme d'affaiblissement des espaces d'intermédiation traditionnels, syndicats, un certain nombre d'associations d'éducation populaire qui commencent à s'essouffler, et qui se disent on va venir compenser au fond cet affaiblissement des espaces intermédiaires, notamment dans les quartiers populaires. Le problème, c'est qu'en voulant impulser d'autres formes d'intermédiation, les institutions ont probablement anesthésié cette participation. Et donc, du coup, l'idée n'est pas forcément d'écarter entièrement les institutions du panorama, mais de dire qu'elles ont probablement pris trop de place et qu'il y a d'autres façons d'impulser la participation qu'en se mettant au centre. Et qu'il serait possible d'avoir une sorte de soutien beaucoup plus distancié de la participation et des dynamiques de mobilisation dans les quartiers que ça a été le cas jusqu'à présent. Et c'est à ça qu'il faut, à mon avis, réfléchir aujourd'hui. Deuxième élément, deuxième décalage qu'introduit la notion de pouvoir d'agir, c'est qu'elle va replacer la question du pouvoir au centre. Une des difficultés de la démocratie participative, c'est que dans la mesure où elle avait des objectifs relativement hétérogènes, en ligne de mire, elle a voulu tout faire à la fois, elle a probablement échoué sur tous les fronts, et que, notamment, la démocratie participative était vue comme un moyen de produire du lien social, de recréer du lien entre les gens, et que dès lors, un des éléments qui
très fortement été mis en avant dans les dynamiques de participation dans les années 80 et 90, c'était une idée très consensuelle de la participation. Une crainte très forte du conflit qui a contribué à dépolitiser la participation en tant que telle. C'est bien que le pouvoir d'agir vient repolitiser la question de la participation en soulignant que les inégalités de pouvoir et de participation sont centrales pour guider en fait, ces dynamiques de participation. Remettre au cœur les inégalités de pouvoir avec l'idée que si l'empowerment de certains est nécessaire, c'est bien qu'il y a disempowerment de certains groupes et donc il faut les cibler, peut-être les nommer, pour pouvoir leur permettre de prendre toute leur place. L'idée de se concentrer notamment sur l'empowerment des classes populaires et des groupes minorisés. Troisième point, troisième décalage, c'est sortir d'une vision très individualisée de la participation. Au fond, la démocratie participative en France a fortement mis en avant l'image du citoyen ordinaire, autonome, tel qu'on le voit dans les conseils de quartier, tel qu'on le voit aussi dans les dispositifs tirés au sort, dans les conseils citoyens par exemple, où on va tirer au sort des individus qui sont parfois détachés de leur groupe d'appartenance. Le problème, pour le dire aussi très concrètement, c'est que parfois, cette vision un peu individualisée de la participation a servi un certain nombre d'institutions à jouer les citoyens ordinaires contre les associations et les collectifs organisés, à jouer les conseils de quartier contre tel contre-pouvoir qui viendrait nous embêter. L'idée, à l'inverse du pouvoir d'agir, je vais vous donner des exemples dans un instant, c'est que si l'objectif c'est de redonner du pouvoir à certains groupes, et notamment aux groupes minorisés et aux catégories populaires, aux plus éloignés de l'espace public, ça suppose aussi de rompre avec une vision trop individualisée de la participation, et que c'est en s'appuyant sur leur groupe d'appartenance, peut-être sur leur communauté d'appartenance, que la participation de ces groupes-là sera possible. Et donc c'est une autre façon aussi de concevoir la participation. Alors je vais peut-être passer un peu vite là-dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est peut-être de voir comment on fait. En plus, Nadia l'a rappelé sur l'histoire de l'empowerment. Et en fait, un peu paradoxalement, par rapport à tout ce que je vous dis, bon, en fait, j'utilise très peu le mot d'empowerment et de pouvoir d'agir, pour une raison bien simple, c'est que c'est une notion qui est un peu fourre-tout, en fait, aujourd'hui, qui est déjà victime de son succès. Nadia le rappelait, et là, je l'aborde. Au départ, c'est une notion qui émerge dans les mouvements sociaux des années 60 aux États-Unis, le Black Power, des mouvements féministes assez radicaux, par certains tenants du travail social communautaire aussi dans les années 70. La notion d'empowerment va les aider à rompre avec une vision parfois un peu psychologisante et très individualisée du travail social, et au fond de repolitiser le travail social en montrant que le problème, les difficultés que peuvent vivre un certain nombre des gens avec qui ils travaillent ne sont pas d'ordre psychologique ou individuel, mais sont d'ordre structurel, liés à des problèmes institutionnels, économiques, sociaux, etc. Et donc, ça va permettre de repolitiser le travail social. Néanmoins, à partir des années 80, et là je parle principalement de l'Amérique du Nord et des pays du nord de l'Europe, ça va être repris un peu par tout le monde, si bien qu'on a des conceptions très différentes de l'empowerment qui vont se développer, et des pratiques du coup très différentes. Là je reprends la tripartition de Marie-Hélène Baquet, mais l'idée qu'on peut avoir un empowerment néolibéral, social-libéral ou radical au fond, cet empowerment radical étant celui qui était à l'origine du concept, et qui est peut-être celui qui a nourri en tout cas le rapport Baquet-Meshmash, et qui peut peut-être nous guider aujourd'hui. Au fond, un des risques de cette notion d'empowerment, c'est qu'avec cette volonté d'activer les capacités d'agir des individus, avec un discours très yes we can, au fond le changement est possible, on reporte sur les individus plutôt que sur des institutions, ou alors sur des groupes mobilisés, la nécessité du changement. Et donc, cette ambiguïté-là est quand même au cœur de cette notion d'empowerment, si bien qu'aujourd'hui, en France y compris, on a des gens très différents qui utilisent la catégorie d'empowerment. Au fond, aujourd'hui, créer sa boucherie halal serait un moyen d'empowerment.
Voilà, parce que ça permettrait d'accéder, je prends cet exemple-là parce que c'est des choses que j'ai vues, et bon, je prends cet exemple, mais ça pourrait être n'importe... Et donc une conception très entrepreneuriale, au fond, de l'empowerment se fait jour et se diffuse dans les milieux des quartiers populaires, alors que je ne suis pas sûr que ce soit la conception la plus pleine et entière de l'empowerment que l'on retrouve ici. Du coup, ce que je voudrais faire, c'est vous donner plutôt quelques exemples, à la fois qui peuvent nous guider, de pouvoir d'agir en France et ailleurs, et aussi aux difficultés de développement de ces pratiques-là, puisque les gens qui essayent d'expérimenter le pouvoir d'agir aujourd'hui rencontrent un certain nombre d'écueils, d'obstacles, et c'est aussi, je pense, en réfléchissant à ces difficultés qu'on peut avancer. Alors une première expérience que je voudrais aborder, c'est une recherche-action en fait, que j'ai pu mener auprès de la Fédération des centres sociaux du Nord. Et au fond, l'idée, c'était de réfléchir à la façon dont les centres sociaux peuvent devenir des vecteurs de mobilisation des habitants dans les quartiers, et en particulier de lutte contre les discriminations. Et l'idée au départ, c'était de dire que les centres sociaux, par le nombre d'usagers qu'ils rassemblent dans les quartiers, au fond, ils touchent énormément de monde, des gens assez différents, mais qu'au fond, ils n'exploitent pas totalement la capacité de mobilisation qui est la leur. Moi, ce que je dis bien souvent aux centres sociaux, c'est que vous êtes assis sur une sorte de tas d'or en termes de mobilisation des habitants, mais que vous ne l'exploitez pas véritablement jusqu'au bout, puisque l'essentiel de votre temps, et notamment du temps de travail de vos salariés, est passé à organiser des activités, plutôt qu'à mettre en place des actions qui permettraient de résoudre ici et maintenant les problèmes des habitants. Et donc, c'est un peu autour de cette problématique-là qu'on a travaillé ensemble, avec l'idée que développer le pouvoir d'agir des habitants requérait de dépasser une simple logique de prestation de services pour faire vraiment des centres sociaux un moyen de résolution des problèmes des gens. Avec cette idée, je reviens à mon truc d'émancipation objective. Pour que l'empowerment des gens soit effectif, il faut que ça améliore ici et maintenant leurs conditions et que ça résolve leurs problèmes. Parce que les habitants des quartiers populaires ont des problèmes de logement, d'emploi, etc., qui sont une réalité et qu'il ne faut pas nier. Et ce n'est pas uniquement en organisant des matchs de foot qu'on les résolvera. Et donc, on a commencé à réfléchir ensemble sur comment les centres sociaux pouvaient jouer ce rôle-là. Assez rapidement, la réflexion s'est orientée autour de l'idée de aller vers, qui a pas mal marché en fait, avec l'idée que les centres sociaux devaient sortir de leur bunker qui était devenu leur centre social, et qu'ils devaient élargir leur base sociale, élargir le nombre et le type d'usagers qu'ils touchaient, puisque bien souvent ils touchent certaines fractions de la population et pas d'autres. Et que voilà, ça posait problème en termes de mobilisation. Et donc, aller vers les habitants, sortir du centre social, mais pour quoi faire? Et c'est là où c'est devenu intéressant, puisque c'est la question de ce aller vers qui s'est posée. Parce qu'au fond, il y a plein de gens qui font du aller vers pour des raisons tout à fait différentes. Les témoins de Jéhovah, de certaine façon, font du aller vers quand ils font du porte-à-porte. Les VRP, pour vendre des choses, font du aller vers. Les candidats aux élections font du aller vers. Et donc, il est important de clarifier les objectifs pour savoir véritablement vers quoi on veut aller. Du coup, avec les différents acteurs impliqués, on a essayé de lister les différentes façons dont, en tout cas, les centres sociaux pouvaient faire ce aller vers. Premier élément, c'est aller vers pour produire du savoir. Au fond, produire des connaissances sur éventuellement les difficultés que peuvent rencontrer les habitants sur le territoire, alors là, c'est passé par des questionnaires, du porte-à-porte, des diagnostics, avec l'idée que ce savoir pouvait être une source de légitimité, de solutions nouvelles, éventuellement d'innovations qui peuvent permettre d'améliorer la vie des gens. Et donc, c'est un premier ensemble de pratiques qui ont été mises en œuvre par ces centres sociaux. Je passe assez vite, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Une autre façon de concevoir le aller vers, c'était de faire du lien social. Et donc là, on va chercher à
aller rencontrer des gens qui ne sont pas membres du centre, des habitants avec lesquels on n'a pas de contact, notamment, pour le dire très concrètement, là, des questions qui se posaient, c'est le quartier est très multiculturel et en même temps il n'y a que des blancs dans le centre, comment on fait? Ça posait problème au fond aux administrateurs du centre social que au fond le centre social ne soit pas à l'image du quartier, et donc comment on fait pour dépasser ces frontières-là. Pas qu'ils ont forcément réussi, mais ils ont essayé, en tout cas ça passait par des actions type fête de quartier, animation, etc., café voisin, pour sortir du centre et dépasser les frontières invisibles qui structuraient en tout cas l'action du centre social. Troisième type de raison pour lesquelles il semblerait que les centres sociaux faisaient du aller vers, c'était pour faire grossir le centre social, et donc pour pouvoir attirer davantage de financement. Donc là ça semblait assez loin pour faire plaisir aux financeurs. Ça semblait assez loin des logiques de pouvoir d'agir, mais néanmoins, on pouvait quand même déceler chez un certain nombre de directeurs cette volonté de montrer ses muscles un peu et d'accroître leur légitimité locale en touchant davantage de monde. On veut dire que c'est pas parce qu'on fait du aller vers que forcément on est dans l'empowerment. Et enfin, dernière option, plus rare, c'était aller vers pour faire collectif, faire du nombre pour peser. Avec cette idée, qui moi me tient à cœur, avec l'idée que la force de ceux qui n'ont pas grand-chose, c'est d'abord de faire nombre, puisque ça légitime au fond la parole qui est portée. Au fond, avec l'idée qu'on peut ignorer la parole de 10 habitants, c'est plus difficile d'ignorer la parole de 200 habitants qui sont mobilisés, et donc d'utiliser le centre social comme vecteur d'interpellation des institutions. Donc voilà, on a fait ce premier travail, en fait, ce premier temps de cartographie en fait, de ces pratiques de aller vers pour voir si véritablement ils étaient tous dans cette logique d'empowerment. Il est assez vite apparu que non, puisque derrière tout ça, il y avait, et j'ai envie de le rappeler dès le départ, cette injonction qui venait de la Fédération nationale des centres sociaux de faire du pouvoir d'agir, puisque c'est inscrit dans leur contrat national maintenant depuis leurs états généraux de 2013. Donc il faut faire du pouvoir d'agir, mais ils ne savent pas comment faire, et ils le font de façon manifestement très différente. Alors assez vite, il y a quand même un certain nombre de difficultés qui sont apparues, des tensions en fait dans les pratiques du pouvoir d'agir de ces centres sociaux. Une tension entre lien social et conflictualité. D'un côté, certains travailleurs sociaux avancent qu'il y a trop de conflictualité dans la société, trop de tensions dans les quartiers populaires, et que le rôle des travailleurs sociaux, par conséquent, c'est d'apaiser ces tensions en créant du lien social. Alors, le risque, c'est que cela dépolitise la question de l'empowerment, qui suppose, au contraire, de reconnaître les inégalités, et notamment les inégalités de pouvoir, et qui peut supposer, parfois, de créer du conflit. Et donc, d'autres répondaient, parce qu'on a eu des débats là-dessus, que plutôt que de chercher à pacifier les relations, il s'agirait plutôt de transformer cette conflictualité, de passer une conflictualité entre habitants à des formes peut-être plus verticales de conflictualité en direction soit des institutions, soit d'acteurs privés, voilà, donc de politiser ces conflits-là. Et donc c'est la place du conflit dans les centres sociaux qui se pose. Autre question qui s'est posée avec force dans le développement de ces pratiques de pouvoir d'agir, c'était le rapport aux institutions. Moi, souvent, dans mes rencontres avec ces centres sociaux, on me rétorquait « Vous êtes bien gentil avec vos histoires de pouvoir d'agir, mais nous, on est financés par la CAF, par le département, par la ville, et donc on ne peut pas se permettre d'interpeller les institutions, sinon on risque de mettre la clé sous la porte. » J'ai d'ailleurs des exemples dans le Nord de centres sociaux qui ont effectivement fermé sous la porte, parce que fermé leurs portes, du fait justement d'un rapport un peu compliqué avec les institutions. Et donc c'est effectivement un problème tout à fait central, et ce qui renvoie aux questions que j'évoquais tout à l'heure de financement, c'est comment on fait pour être dans une posture d'interpellation quand on dépend de financement institutionnel. Alors là, il n'y a évidemment pas de réponse univoque. Moi, ce que je réponds en général, c'est que d'un côté, il faut être stratège, et qu'on n'est pas forcément toujours obligé d'aller au clash directement, et qu'ensuite, il faut savoir ce qu'on veut. Et que parfois, les institutions sont peut-être en capacité d'entendre les interpellations issues des travailleurs sociaux. Et là, il y a un travail d'acculturation, peut-être de formation des institutions, des élus en particulier, sur les vertus de ces formes de conflictualité sociale-là.
et qu'il est peut-être préférable que la conflictualité passe par des manifestations, des pétitions ou des formes de désobéissance civile, peut-être, plutôt que par d'autres formes de conflictualité, par le fait de brûler des bibliothèques ou se radicaliser. Ça, c'est un vaste débat, mais je pense que c'est assez central par rapport à ce qui nous intéresse. Derrière tout ça, la question qui se pose, c'est celle du projet politique, en fait, hein, qui sous-tend cette volonté des centres sociaux de faire du pouvoir d'agir. C'est le pouvoir d'agir pour quoi faire? Est-ce qu'il s'agit, vous l'avez déjà vu sur mon slide, hein, mais est-ce qu'il s'agit d'acheter la paix sociale, d'éviter justement que les habitants ne brûlent des voitures ou ne foutent le bordel, d'améliorer l'image de marque du centre social ou du quartier, ou est-ce qu'il s'agit d'être un vecteur de transformation sociale? Et il n'est pas sûr que les deux soient parfaitement compatibles, et donc là il y a des choix qui sont à faire. Bon, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les blocages à l'intérieur de la Fédération des centres sociaux ne viennent pas forcément des endroits où on le pense. C'est-à-dire que moi je travaille pas mal avec au fond tout en haut de la Fédé avec les administrateurs au niveau de la Fédé nationale et qui sont qui essayent de pousser un peu leur fédération régionale ou départementale pour aller plus loin sur certaines questions, qui peuvent avoir des cultures participatives plus hétérogènes et qui ne sont pas forcément toujours partants. Donc voilà, mais il y a cette question-là qui est quand même... et derrière donc, le mantra et le discours un peu bateau de l'empowerment et du pouvoir d'agir qu'on entend un peu partout désormais, c'est d'abord celle du pouvoir du projet politique qu'il faut se poser. Alors j'en viens maintenant à une autre expérimentation. J'en reste là sur les centres sociaux, on pourra peut-être y revenir. Une autre expérience que j'ai suivie de près qui me semble illustre bien, et on s'éloigne un peu ici des questions de discrimination, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je vous donne des exemples qui, à mon sens, permettent de réfléchir à comment on s'y prend pour développer le pouvoir d'agir des habitants, à partir d'une expérience de table de quartier que j'ai suivie à Roubaix. Alors, je vous en ai déjà parlé, c'était une idée qui était présente dans le rapport Baquet-Meshmach, qui n'est pas repris dans la loi, mais qui va être lancée néanmoins par la Fédération nationale des centres sociaux, on les retrouve, et la coordination Passe en nous, qui va être créée à l'initiative notamment de Mohamed Meshmach, suite à son Tour de France des quartiers populaires, qui est donc une fédération nationale d'associations des quartiers populaires qui rassemble plus d'une centaine d'assauts un peu partout en France, y compris à Grenoble, et qui décide, au regard justement de l'insatisfaction relative avec ce qui ressort de la loi, de lancer des expérimentations de table de quartier qui est plus conforme à ce qu'il voulait faire au départ. Donc il y a 13 expérimentations qui se lancent un peu partout en France, et moi j'ai pu suivre celle de Roubaix. La moitié des expériences sont portées par des centres sociaux, l'autre par des associations. Celle que j'ai suivie est portée par une association de jeunes qui s'appelle l'Association Nouveau Regard pour la Jeunesse. Une table de quartier, en fait, c'est un collectif interassociatif. Donc là, dans ce quartier à Roubaix, on a une radio, le centre social participait un peu au départ, un comité de quartier, une association d'ados de voix, un club de presse. Donc on a différents acteurs qui interviennent, puis on va le voir aussi beaucoup d'habitants non affiliés. Une des idées au départ de cette expérimentation des tables de quartier, c'est de dire qu'au fond, il existe encore des forces vives dans les quartiers populaires aujourd'hui, mais bien souvent, elles sont fragmentées, divisées, elles sont dans la concurrence, soit pour attirer les financements, soit pour attirer les habitants, et se tirent un peu dans les pattes, et qu'il serait peut-être préférable de créer des synergies pour, justement, peut-être avoir davantage de poids et peser face, notamment, aux institutions. Néanmoins, une des difficultés auxquelles se heurte d'emblée, en tout cas moi, la table de quartier que j'ai pu suivre, c'est que c'est un truc qui venait quand même relativement d'en haut. C'est-à-dire que par rapport à cette histoire de demande de participation, il n'y a pas des habitants, moi, à Roubaix, qui étaient là, et on veut créer une table de quartier. C'est des élites associatives qui connaissaient Meshmach, etc., qui se disent qu'il y a un peu de fric à récupérer du CGET, donc qui n'auront jamais d'ailleurs par ailleurs, mais c'est une autre histoire, qui disent, bon, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, on est quand même, quand bien même il y a cette philosophie bottom-up, etc., dans un truc assez descendant qui ne vient pas des institutions, mais qui vient de leaders associatifs. Et donc, il y avait un risque quand même assez fort au départ de cette idée de table de quartier, qu'on retombe sur des formes très classiques de participation imposées par en haut. La chance
de cette histoire de table de quartier, et je ne suis pas sûr que ça soit passé partout de la même façon dans les autres villes, mais moi je raconte ce que j'ai pu observer à Roubaix, c'est qu'assez vite, alors que les premières réunions, au fond il ne se passait pas grand-chose, assez vite la table de quartier va rencontrer le projet de rénovation urbaine du quartier. Alors que ce n'était pas forcément prévu au départ. La table de quartier, la première réunion d'ailleurs, on a demandé aux habitants est-ce que vous voulez bosser sur l'éducation, sur l'emploi, sur les discriminations, etc. Et immédiatement, en fait, c'est la question de la rénovation urbaine, puisqu'il y avait le projet et les premières rumeurs sur les travaux dans le quartier qui commençaient à circuler dans le quartier, pas mal d'inquiétudes. Et de fait, la table de quartier va devenir en fait le relais des inquiétudes des habitants autour du projet de rénovation urbaine du quartier. Si bien qu'un truc qui aurait pu être une dynamique de participation très descendante va être la caisse de résonance de l'inquiétude des habitants du quartier face à ce projet de rénovation urbaine qui s'impose à eux et dans lequel ils ont assez peu voix au chapitre. Au départ, en effet, les habitants, qui étaient des habitants tout à fait pas engagés dans quoi que ce soit, déplorent le manque d'informations sur la rénovation. C'est un quartier, en fait, le quartier en question, là où il y a la table de quartier à Roubaix, qui est composé en fait de petites maisons de briques traditionnelles en fait du nord de la France, des courets. En fait, c'est pas des grands ensembles HLM. Il y a une partie de HLM, mais il y a aussi pas mal de propriétaires pauvres. Parce qu'on a quand même un taux de chômage de 55% et près de 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté sur le quartier en question. Donc c'est une population qui est très pauvre, mais qui n'est pas exactement, c'est pas forcément c'est pas la Villeneuve, pour le dire, voilà, si je prends un bon exemple en plus, ou Mistral, c'est pas Clichy-sous-Bois, voilà, en termes de forme urbaine en tout cas. Et c'est des propriétaires pauvres, et donc un des enjeux, c'est les gens ne savent pas si leur maison va être détruite ou non, ils ne savent pas non plus s'ils vont pouvoir être logés dans le quartier. Et plus largement, ils déplorent en fait, à ne pas être associés au plan de rénovation du quartier. Alors au départ, la ville a un discours hyper participatif. Néanmoins, l'information qui est diffusée est minimale et ils ne veulent faire participer que sur un des aspects, qui est sur la création d'un parc dans le quartier. Voilà, parce qu'en fait, le quartier est de fait très dense, très minéral, et l'objectif du projet, en fait, c'est de dédensifier le quartier et de faire de la mixité sociale, et donc de faire un parc, de diminuer le nombre d'habitants, et donc les habitants historiques du quartier, il y en a beaucoup, en fait, qui habitent là depuis 20, 30 ans, etc., pas mal de Chibani qui ne veulent pas forcément quitter, d'ailleurs, le quartier, et qui ont le sentiment, quand même, qu'ils vont être un peu les victimes de cette volonté de créer des espaces verts. Donc voilà, et la table de quartier va devenir un peu le relais de ces inquiétudes. Tout d'abord, et c'est là où ça va être intéressant, en réalisant une enquête en porte-à-porte sur les souhaits des habitants, est-ce que vous voulez rester, pas rester, etc. Et en réalisant un travail de proximité hyper important qui va être facilité par la présence au cœur du quartier d'un local, où ils vont pouvoir en fait faire des permanences logements, où les gens vont venir parce qu'ils ne savent pas sur leur maison si elle va être détruite ou pas, etc. Est-ce que le montant qu'il leur est proposé est véritablement juste ou pas. Et donc, ils vont faire ces permanences logements, ils vont faire ce travail de porte-à-porte, un travail de proximité hyper coûteux en temps. La table de quartier va se réunir quasiment toutes les semaines pendant un an, réunissant en général entre 80 et 100 personnes, donc ce qui est pas mal sur un quartier de 2500 habitants environ, quand dans le même temps, les réunions de concertation organisées par la mairie sont quasiment vides. Ce qui va créer une sorte de conflit de légitimité, puisque la mairie va voir la table de quartier comme concurrençant ces espaces de concertation à elle, et la table de quartier, elle, au fond, revendiquant une légitimité liée au nombre qu'elle parvient à mobiliser. Nombre qui est lié notamment au travail de mobilisation qui est opéré au quotidien, que ne fait pas la municipalité. Je vous la fais vite, mais au final, le conflit va quand même assez fortement se durcir avec la municipalité. Néanmoins, la table de quartier va réussir à obtenir un certain nombre de petites victoires, notamment en termes de planning de la rénovation du quartier, le fait que les réhabilitations de maisons soient faites avant les destructions, c'est un détail un peu technique, mais ça permet que les gens dont la maison sera détruite puissent être relogés dans des maisons réhabilitées, donc ne quittent pas le quartier, comme ça se passe souvent en leur disant vous reviendrez dans 5 ans et on ne revient jamais. Et donc ça a permis quand même à des gens qui ne voulaient pas quitter le quartier de rester. Et ils ont réussi à obtenir des choses en termes de relogement, que les gens qui ne pouvaient pas forcément être relogés dans les maisons réhabilitées puissent néanmoins revenir, etc. Donc ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Donc des petites victoires qui ont été permises par la réhabilitation, et des victoires aussi donc,
objectives, matérielles, et des victoires aussi subjectives, moi, que je peux percevoir dans les entretiens que j'ai pu faire auprès des habitants, où on a quand même ce truc. Moi, j'ai une habitante un peu historique du quartier, qui a presque 70 ans, qui me dit en entretien, moi, la table de quartier m'a redonné espoir. Et il y a ce truc quand même de reconquête de la dignité, et face au mépris institutionnel, en tout cas, qu'ils ont ressenti, le manque d'information qu'ils ont vécu comme une forme de mépris, ces petites victoires-là leur ont permis de reprendre un peu de pouvoir sur leur vie et sur leur quotidien. Et donc on peut dire que, aussi petites soient-elles, ces victoires leur ont permis d'accroître leur pouvoir d'agir. Bon, néanmoins, la fin de l'histoire, et là j'en resterai là, mais on pourra en discuter, mais la fin de l'histoire est beaucoup plus compliquée parce que le conflit va s'accentuer et les associations qui portaient la table de quartier ont perdu toutes leurs subventions. Ils se sont fait expulser de leur local, ils n'ont plus de salariés, donc ils ne peuvent plus effectuer le travail en porte-à-porte et d'accompagnement des habitants, et donc ils vont mettre la clé sous la porte. Et donc le pouvoir d'agir, ça peut parfois se payer assez cher. Néanmoins, que peut-on retenir de cette expérience? Et je tirerai des conclusions un peu plus... je ne veux pas plomber l'ambiance. C'est que pour enclencher ce type de dynamique qui me semble positive, c'est que ça suppose un travail de mobilisation très important, et donc ça suppose de passer du temps sur le terrain, et donc en termes de culture associative, c'est-à-dire que voilà, le temps que, si on a des salariés, il faut qu'ils soient passés peut-être à faire du porte-à-porte ou des permanences, plutôt qu'à remplir les dossiers de subvention, comme c'est malheureusement bien souvent le cas. Donc que ce travail de mobilisation va créer la légitimité de la parole collective qui est portée. Deuxième élément, que les espaces physiques de participation sont un élément tout à fait central, et là on s'en est rendu compte une fois qu'ils ont été expulsés de leur local, c'est-à-dire qu'avoir un espace au cœur du quartier va permettre que des gens qui ne seraient peut-être jamais rentrés, n'auraient jamais été en contact avec ce type de dynamique collective, là, aient un contact avec ces gens-là, parce que voilà, c'était à côté de chez eux, et ils pouvaient venir à n'importe quel moment de la journée pour rencontrer les salariés de ces associations-là. Et d'ailleurs, la disparition du local a très fortement accéléré la démobilisation de la table de quartier. Troisième élément qui est important aussi, c'est l'importance d'avoir des propositions précises. C'est-à-dire qu'ils se sont mobilisés, mais ils n'étaient pas dans l'incantation, simplement la municipalité, c'est des méchants, ils ne sont pas participatifs, ils ont fait des propositions. Ils ont été aidés aussi par un certain nombre d'acteurs qui sont voilà, un peu spécialistes d'urbanisme ou en architecture. Il y a des gens de l'association Appui, par exemple, qui sont venus. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, Appui, c'est des étudiants en architecture qui sont surtout actifs en banlieue parisienne, mais qui viennent en aide à des collectifs d'habitants qui se mobilisent contre des projets de rénovation, pour apporter une sorte de contre-expertise face à l'expertise des institutions, pour justement faire des propositions précises et pas être simplement dans l'opposition bête et méchante, mais pour que les propositions viennent nourrir véritablement le projet au final. Il y a une expérience qui est assez célèbre à Poissy, c'est l'expérience du quartier de la Coudray, où les habitants ont pu, avec l'aide de ces apprentis architectes, complètement modifier le projet de rénovation du quartier, et que celui-ci soit fait vraiment avec, à partir des souhaits des habitants, ce qui est quand même rarement le cas. Donc voilà, proposition précise, ce qui permet de nourrir l'action publique. Ce qui empêche bien souvent d'avoir un impact, c'est qu'on est un peu dans l'incantation, et ce qui rend difficile d'avoir des propositions bien précises. Ça fait 1 heure, donc du coup je passe mon dernier cas, parce que c'est intéressant qu'on discute. Je voulais vous parler de mes expériences américaines de community organizing, ce qui m'aurait permis de faire le pont avec Grenoble, puisque avec l'Alliance citoyenne, vous avez une expérience intéressante de community organizing, mais un certain nombre des éléments que j'aurais abordés sur la façon dont on essaye de mobiliser les habitants des quartiers aux États-Unis, je les ai abordés déjà. Bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure s'il reste un peu de temps. Peut-être conclure ce premier temps sur ces leçons pour des projets d'empowerment précis, sur des bonnes pratiques, etc. J'essaye de synthétiser un peu. Partir des besoins des premiers concernés, alors c'est l'évidence, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Ce qui suppose aussi d'avoir ce travail. J'évoquais le porte-à-porte, moi je suis un partisan acharné du porte-à-porte pour aller recueillir la parole des gens qui ne pousseraient pas forcément les portes des espaces de réunion par mécanisme d'autocensure, etc. Et construire les campagnes à partir de ce qu'on recueille
au plus près des habitants, et donc ne pas attendre que la participation s'enclenche spontanément. Le aller vers, j'ai été un peu critique tout à l'heure par rapport à ce que j'évoquais sur les centres sociaux, néanmoins ça me semble tout à fait fondamental, et c'est un des enseignements que l'on fait des limites des pratiques de démocratie participative telles qu'elles sont déployées en France jusqu'à récemment, c'est cette idée que voilà, il suffisait d'ouvrir les portes des salles de réunion, d'envoyer un mail et d'avoir une annonce dans le journal pour que les gens viennent. Ah non, et donc au regard de la désaffiliation sociale et politique des catégories populaires, si on ne va pas les chercher avec les dents, il y a peu de chances qu'ils se mobilisent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai déjà évoqué, ça veut dire une transformation aussi de la culture organisationnelle, aussi bien des associations d'ailleurs que des institutions. Ça veut dire, et c'est pour ça que l'expérience du community organizing est intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le temps de travail, l'essentiel du temps de travail doit être passé à aller chercher les gens. C'est-à-dire que moi, les assos sur lesquels j'ai bossé aux États-Unis, il y en a une qui a 40 salariés, 20, la moitié des salariés passent l'essentiel de leur temps sur le terrain à faire du porte-à-porte, des réunions d'appartements, à être présents dans les rues pour mobiliser les gens, recueillir leurs doléances et construire des campagnes, des actions pour obtenir des victoires. Ce qui est, me semble-t-il, pas le cœur qui n'est pas la règle dans le répertoire d'action des associations, des institutions aujourd'hui dans les quartiers populaires. Et donc il me semble nécessaire de sortir d'une participation qui est parfois très discursive en fait, pour avoir une perspective, une approche de la participation qui puisse produire du changement ici et maintenant. Organiser des campagnes et des campagnes qui partent véritablement des besoins exprimés par les habitants. Autre élément que je n'ai pas évoqué pour l'instant, mais qui est un élément important, on pourrait y revenir dans la discussion, parce que c'est une question qui est tout à fait centrale, c'est la question de la verticalisation des colères. C'est le problème, donc là je vais l'évoquer quand même au passage, que bien souvent quand on fait du porte-à-porte ou quand on discute avec les gens dans les quartiers, ils ont le sentiment que leur problème ne vient pas du système économique, des boîtes qui n'embauchent pas, de la discrimination de tel ou tel bailleur, etc., mais de leur voisin qui fait trop de bruit, du camp rome d'à côté, voilà. Et donc on a souvent tendance à associer et à regarder au plus proche pour expliquer les problèmes que l'on vit, bien plus que de regarder au-dessus de soi. Un des enjeux, me semble-t-il, et là ça suppose tout un travail d'éducation populaire, etc., c'est de partir des colères des gens, mais de ne pas en rester là. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà comment on fait, mais c'est un enjeu qui est tout à fait, à mon avis, décisif pour sortir de la guerre des pauvres et, au contraire, les rassembler, faire nombre et créer éventuellement un rapport de force qui puisse produire du changement. Voilà, c'est pas facile à faire, mais c'est essentiel parce que voilà, ce qu'on recueille sur les pas de porte, c'est pas forcément toujours ce qui nous permet derrière d'enclencher des actions. Alors quels sont les freins? Je l'ai évoqué, une culture associative trop discursive, les divisions, donc ça, une fois de plus, c'est plus facile à dire qu'à faire, les divisions des habitants, le manque de soutien institutionnel, voire la volonté de contrôle des institutions, la peur des contre-pouvoirs et du conflit. Bon, moi je pense qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui du côté des institutions à soutenir des gens qui vont venir les emmerder. Et voilà. Et donc entre des formes de radicalisation ou de repli sur soi absolu, il est peut-être préférable d'avoir des contre-pouvoirs organisés dans les quartiers. Et moi, à mon sens, l'alternative, elle est celle-ci aujourd'hui. Et aujourd'hui, les institutions font un autre choix qui sont ouais, c'est un autre débat, mais il y a en tout cas une possibilité, à mon avis, de soutenir beaucoup plus directement l'auto-organisation et les mobilisations d'espaces autonomes des habitants dans les quartiers, à l'image de ce fonds d'initiative citoyenne qui était proposé dans le rapport Bakken-Eshmaj et qui n'a jamais vu le jour. Il y a une campagne qui a été menée à l'échelle nationale, mais on pourrait très bien imaginer à l'espace local des commissions d'attribution des subventions aux associations qui ne soient pas gérées par les institutions, qui soient gérées par une commission tirée au sort, avec des habitants tirés au sort, des représentants associatifs, des représentants d'institutions X ou Y, mais qui soient autonomes de l'administration et du pouvoir politique. Et donc de créer au fond ce que proposait le rapport, non pas à l'échelle nationale, mais au niveau local. C'est une idée, peut-être que vous le faites déjà, je ne sais pas. Voilà. Dernier point, et là ça renvoie tout directement à nos histoires de discrimination,
c'est la disqualification symbolique des mobilisations de minorités. Un des gros problèmes, et là je ne l'ai pas abordé, bon, ce sera peut-être tout à l'heure, c'est qu'un des éléments qui revient très souvent quand les gens se mobilisent, c'est qu'on va qualifier de communautaire une mobilisation qui est portée par des gens qui sont simplement à l'image des quartiers où ils habitent. Est-ce qu'il est surprenant que dans un quartier comme certains de ceux où je travaille, où on a parfois voilà, 80-90% de gens qui sont d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, que les associations qu'ils portent soient aussi à 80 et 90% composées de gens qui sont d'origine maghrébine ou subsaharienne? Non, voilà. Néanmoins, on va avoir de la part des institutions une volonté de leur demander de s'élargir, de se diversifier, d'être davantage représentative, etc., sous peine d'être qualifiées de communautaristes, et donc sous peine qu'on ne les finance plus. Un critère d'ailleurs, il révèle la cuisine interne de certaines institutions, mais c'est un critère très directement disqualifiant pour les institutions de savoir si une institution est communautaire ou pas. S'il y a trop de femmes voilées ou d'hommes barbus dans un centre d'association, on va considérer qu'elles sont trop communautaires et on ne les financera pas. Moi je pense que c'est un critère qui est peut-être un peu arbitraire pour pouvoir juger de la capacité de ces associations-là à produire de la mobilisation dans les quartiers. Et donc il y a à mon avis à déconstruire cette notion de communautarisme et à voir plus précisément le type de revendications qui sont portées par ces acteurs collectifs-là, car bien souvent, indépendamment de leur composition sociale, les revendications qui sont portées ne sont pas des revendications particularistes, mais des revendications d'égalité, qui sont donc des revendications qui ne sont pas a priori ce qu'on entend par du communautarisme. Et donc, plutôt que de regarder qui parle, il serait peut-être plutôt intéressant de regarder ce qui est porté, le type de revendication, et bien souvent, on disqualifie la parole simplement en s'arrêtant à celui qui la porte, ce qui me semble assez délétère en termes de dynamique d'auto-organisation dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, donc pour le dire très concrètement, il y a pas mal de travaux maintenant qui portent là-dessus, je pense notamment aux travaux de Fabrice Dume, le communautarisme est une catégorie qui sert à disqualifier les formes d'auto-organisation dans les quartiers populaires. Et donc, attention à ce terme-là qui fait plus de mal que de bien, je pense, aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je sais que c'est beaucoup de choses à dire en peu de temps, donc ça reste dense. Et je conclurai peut-être par cette petite partie par un propos du philosophe Emerson qui disait « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». C'est un peu ça. Hein, alors la parole est à vous.